Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque semaine à partir de 11h sur la RTB pour analyser, décrypter et commenter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Pour ce dimanche, plusieurs sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons des affrontements intercommunautaires qui ont fait officiellement 62 morts à Arbinda, dans le Soum, et 8 morts à Zouaga dans le centre-est. Au menu également, donc, le dialogue politique entamé entre le président du Faso, le chef de file de l'opposition politique et la majorité présidentielle. Nous parlerons de la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique, SERA, et de façon globale de la politique énergétique du Burkina Faso. Et à l'international, nous discuterons de l'Algérie et de la Libye avec la démission de Abdelaziz Bouteflika et des menaces du général Haftar qui a décidé donc de déloger les groupes armés à Tripoli par la force. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Boukari Woba de Mutation. Bonjour. Seigneur, bonjour. Sur ce plateau également, Inoussa Ouedraogo de Bendré. Bonjour. Bonjour, Seigneur. Nous avons avec nous Juvenal Sommet de infowakat.net. Bonjour. Bonjour. Et Yacinthe Sanou de Radio Omega. Bonjour. Bonjour, Seigneur. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité cette semaine est incontestablement dominée par ces attaques terroristes suivies d'affrontements intercommunautaires à Arbinda, dans le Soum. Tout est parti de l'assassinat d'un chef religieux de la localité, de son fils et de son neveu. Ces exécutions perpétrées par des terroristes ont provoqué des affrontements entre communauté. Le bilan officiel a fait état de 62 morts et 9 otages. Alors, chers confrères, c'est une actualité que vous avez suivie. Comment réagissez-vous face à cette nouvelle vague de violence intercommunautaire au Burkina, seulement 4 mois après le drame de Yirgou? Woba. Merci. C'est un événement malheureux, déplorable. Nous espérons que ça va être certainement la dernière, parce que ça commence à être une sorte de mode opératoire, puisque vous rappelez bien que c'est la deuxième fois, donc après ce qui s'est passé à Yirgou, où il y a eu à peu près la même chose, assassinat d'un leader, donc suivi donc de représailles entre les populations elles-mêmes, et puis après le bilan s'alourdit même plus que ce que les terroristes eux-mêmes auraient pu causer comme dégâts. Je pense que c'est des situations assez particulières qui nous interpellent. Chaque fois, on a l'impression que l'État, l'autorité est prise de court, parce que c'est des événements apparemment qui s'annoncent quand même. Que ce soit pour Yirgou, on entendait pratiquement depuis la veille des gens qui craignaient éventuellement une déferlante de violence. Et puis finalement, on n'a pas eu le temps de réagir, bien qu'il y ait eu effectivement des services de police qui ont été dans les localités, mais se sont vite retirés. Et puis après, les violences ont eu lieu. Et puis, dans le dernier cas également, je crois que le lendemain ou même le jour où les violences, où le chef a été assassiné, il y a eu même l'intervention du gouverneur qui, a priori, en tout cas, avait rassuré tout le monde qu'il n'y avait pas de quoi, effectivement, craindre des violences communautaires. Je crois à ce jour-là, au moment où le gouverneur s'exprimait, le bilan estimé était de 7 morts. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre que le gouverneur prend la parole, annonce un bilan qui tourne autour de 7 morts, et puis 2 jours après, donc 48 heures tout au plus, on se retrouve avec un bilan aussi macabre que celui-là, 62 morts. Donc je pense que ça veut dire que l'autorité était au courant qu'il y a eu un chef qui a été assassiné, qu'il y a éventuellement des gens qui se préparent à réprimer d'autres populations. Et on s'étonne que l'autorité n'ait pas pu réagir à temps. D'accord. Alors justement, est-ce que des mesures auraient pu être prises, en tout cas par le gouvernement, pour éviter ce nouveau drame à Arbinda? Oui, Inoussa.
Je pense que oui. Mais je crois que nous n'avons pas encore réussi à nous poser les vraies questions, les vraies causes de ces violences. Et tant que le gouvernement se comportera en pompier, on ne fera que éteindre au jour le jour le feu. Alors qu'il faut maintenant que nous ayons le courage de nous regarder en face et de nous dire pourquoi c'est comme ça depuis un temps. Pourquoi nous avons échoué en tant que collectivité à pouvoir vivre ensemble. Et je pense que l'impunité est l'une des causes fondamentales de cette situation. Pendant longtemps, des gens se sont comportés en voyous, en délinquants. Ils pillent, ils trichent, ils volent, ils tuent, sans qu'il y ait justice. Et donc aujourd'hui, nous vivons un état d'anarchie parce qu'il n'y a pas d'état de droit en tant que tel. Dans un état de droit, quand des gens posent des actes répréhensibles et qu'on les protège pour des raisons diverses, on ne peut que récolter ce que nous subissons aujourd'hui au Burkina. Sinon, il n'y a pas de raison que 3 mois après ce qui s'est passé à Yirgou, les uns et les autres avaient dit qu'il fallait nécessairement punir les coupables de cette situation. 3 mois après, rien n'est fait. Et quand le peuple ou quand le citoyen, à un moment donné, a l'impression qu'il vit dans un état de non-droit, ou même quand on tue mon frère, mes parents, etc., je ne peux pas me fier à une justice donnée. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends moi-même justice. Et c'est ce qui, malheureusement, est en train de se passer dans notre pays. Justement, est-ce qu'on a l'impression qu'on a assez tiré leçon de ce qui s'est passé à Yirgou quand on voit la situation à Arbinda? On pense que tous les appels, en tout cas, qui ont été lancés par les politiques, par les OSC, de façon globale, même par la communauté internationale, n'ont pas été entendus. C'est comme si on prêchait finalement dans le désert et les scènes se reproduisent. Sommet. Oui, il faut admettre que c'est un échec de notre vivre ensemble collectif, et nous ça le disait. C'est d'autant plus dommage que nous venons de commémorer, sinon nous sommes dans la commémoration du centenaire de la création de notre pays. Donc c'est à la fois difficilement compréhensible qu'au moment où on réfléchisse sur finalement les 100 ans de notre histoire et si ce qu'il va en advenir probablement après, que ce soit à cette période même précise, finalement, que des Burkinabés s'en prennent à d'autres Burkinabés, sous prétexte, évidemment, du terrorisme, pour, évidemment, en arriver à de telles extrémités. Donc, c'est dommage, c'est un échec. Il faut avoir le courage de reconnaître aussi que tous les mécanismes de prévention et de gestion, évidemment, de ces crises n'ont pas fonctionné, sinon on ne devrait pas en arriver là. Et pour arriver à votre question, on n'a pas tiré leçon de ce qui s'est passé à Yirgou, ou en tout cas, on n'a pas suffisamment tiré leçon, sinon on ne devrait pas être dans une situation où les mêmes causes reproduisent les mêmes, je dirais, les mêmes effets dans les mêmes conditions, dans un laps de temps aussi réduit. C'est la preuve que, manifestement, on n'a pas tiré suffisamment leçon de ce qui s'est passé, évidemment, à Yirgou. À Yirgou, oui, on a vu ce communiqué du président du FASO, Hyacinthe, qui appelle donc au calme et qui dit qu'il y aura en tout cas des enquêtes sur ces événements. Encore une fois, c'est malheureusement, pour revenir un peu sur le terme utilisé par Inou, ça c'est pas des pompiers, maintenant on a affaire à des croque-morts, parce que chaque fois revenir, présenter les condoléances et appeler au calme. Malheureusement, on n'a pas cette faculté de proactivité, d'anticipation qu'on aurait aimé avoir de la part du gouvernement. On a vu un peu, on a cru que c'était la dynamique qui allait être enclenchée avec l'élection du ministère d'État chargé de la cohésion sociale. On pensait que justement ces gens de conflit allaient pouvoir être... Et cela dit même, je ne pense pas que dans ce cas, on soit au conflit communautaire. On assiste à des tueries systématiques. Et donc, il faut peut-être éviter certaines terminologies, même pour pouvoir traiter, au fond, le problème. On n'a pas cette proactivité, on n'a pas cette anticipation. À chaque fois, c'est le même bras-le-bas après pour essayer d'aller donc recouper les morceaux, et raccommoder les morceaux. Mais pour moi, l'Yirgou n'est même pas en fait le signal d'alerte.
si on prend le cas de Zouaga, Ouba, il est bien placé, ça fait plusieurs années qu'il écrit sur le sujet. Pratiquement, personne ne s'est dit, ah, il y a un problème ici qui peut revenir. On est encore là. On a assisté à tout ce qui a comme... Et lorsque vous regardez le corollaire, vous l'avez un peu expliqué au début, entre Yirgou et Arbinda, c'est pratiquement le même scénario, si on peut utiliser ce terme. Et donc, on n'a rien retenu comme leçon de tout ce qu'il y a. Et la première chose qui revient de Yirgou, c'est ça, c'est l'impunité. C'est le mot qui a été tout de suite prononcé par Inoussa, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne sait pas toujours qui a fait quoi dans cette tuerie de Yirgou. Alors, Arbinda est survenu avec beaucoup plus de morts, en tout cas officiellement pour l'instant, et on n'en sait rien, en fait. Yirgou, justement, le gouvernement avait annoncé des enquêtes pour peut-être faire le bilan définitif après la sortie de la coalition contre la stigmatisation donc des communautés, alors qui avait fait cas, en tout cas selon ces enquêtes, de 210 morts. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bilan officiel, en tout cas de la part du gouvernement sur ce sujet. C'est justement ça, c'est là que j'en venais. Il y a comme une banalisation de la mort des citoyens burkinabés à la longue. On a en 2 jours près de 70 morts au Burkina dans des tueries et on n'a aucune initiative, on ne sent pas, parce que au-delà on peut toujours revenir sur le temps de la justice, sur la mise en œuvre de la justice, mais il y a des actions qui peuvent être prises. Comparaison n'est pas raison, mais on a un cas du genre dans un pays voisin où on a vu des mesures très, très vite de nature à ramener le climat social, en tout cas à un stade apaisé, c'est-à-dire très vite on sanctionne le groupuscule qui est responsable et on a des arrestations. En tout cas, on sent, que ce soit les victimes, que ce soit les citoyens du Maïs, on sent certaines actions pour régler ce problème et on peut travailler à ramener le vivre ensemble. Mais là, jusqu'à présent, on a une enquête qui se déroule, on a des idées d'audition et de personnes en tout cas ciblées, mais vous n'avez pas encore cette mise en œuvre, que ce soit pour Yirgou et encore moins pour Arbinda, donc qui fait maintenant plusieurs choses. Donc je pense que c'est ça, surtout qui fait que c'est comme un magma qui revient. Et lorsqu'il y a une poche qui s'ouvre quelque part dans le Burkina, ça jaillit. Et donc, on ne va pas s'en sortir si on n'arrive pas, en tout cas, à traiter les questions de façon efficiente. Voilà. On aurait pu ou dû prendre des décisions assez fortes, comme ce qui s'est passé au Mali, pour peut-être couper la tête du serpent, comme on le dit. En tout cas, il fallait prendre des décisions. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais manifestement, il fallait décider de quelque chose. Or, malheureusement, en fait, notre pays souffre du même problème depuis le premier jour de l'installation du président Roch-Marc Christian Kaboré. Or, lui-même, il a fait le diagnostic. Moi, j'étais à l'investiture du président Kaboré au Palais des Sports et je me souviens, l'un des passages de son discours qui a été le plus applaudi, c'est lorsqu'il a dit qu'il faut qu'on restaure l'autorité de l'État. Presque toute la cuvette a applaudi. Parce que c'est un constat qui est vrai. On est dans un État sans autorité. Là où il n'y a pas l'autorité, mais rien ne peut fonctionner. Les populations se permettent ce qu'elles veulent. Les Kourougos nous ont nargué l'État comme il fallait. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner que des populations qui sont d'ailleurs loin donc des centres de décision d'une certaine manière, puissent penser que ce sont elles-mêmes qui dictent la loi là-bas. Et avec ce contexte d'insécurité faisant en plus. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un pouvoir quand même qui a de l'autorité. Et comment on restaure l'autorité de l'État? Mais on n'en parle pratiquement plus. C'est devenu un discours seulement. Restaurer l'autorité de l'État. Mais on ne nous dit pas avec quelle volonté, avec quel mécanisme, avec quelle démarche. Or, tant qu'on ne restaure pas, on ne donne pas un minimum d'autorité à l'État, mais on va rester dans ça. Ce sont les populations, ce sont les individus qui vont dicter leurs lois donc, à l'État. Et là, on ne va pas s'en sortir. D'accord, oui. Réaction, Inoussa? Oui. Si aujourd'hui il y a crise, c'est parce qu'effectivement, je pense que le président du Faso n'a pas encore véritablement assumé sa fonction de président du Faso. Il y a crise aussi parce que la justice, qui avait demandé un certain nombre de moyens, qu'on a mis du reste à leur disposition, ne bouge pas le petit doigt quand il y a problème.
il y a aussi crise parce que nos intellectuels ont démissionné. C'est devenu la loi du silence. C'est les médiocres qui s'expriment. C'est eux qui donnent le chemin à suivre. Et nos hommes politiques qui sont aussi à l'origine de ça, du fait de leurs mensonges, de leurs manipulations, fait qu'aujourd'hui, les populations ne leur font plus confiance. Parce qu'avant, on avait des hommes qui pouvaient aller parler à ces populations-là. On a des personnes âgées qui pouvaient aller parler à ces gens-là pour qu'ils se calment. Quand un vieillard disait « les jeunes, vous avez raison, laissez tomber », on laissait tomber, on grommelait malgré qu'on sentait quelque part l'injustice. Mais cette chaîne-là a été rompue. Nos hommes religieux sont devenus des politiciens. Nos pasteurs, nos imams, nos chefs coutumiers, tous sont devenus comme nos hommes politiques. De la manipulation, le mensonge. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ça. Heureusement, il y a encore quelques hommes religieux, quelques hommes politiques qui sortent du lot. Et je les invite à continuer à faire ce travail-là, à ne pas garder le silence. Parce que, comme le disait Norbert, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les gens bons au Burkina ont décidé de se taire face à l'incapacité justement de nos autorités à faire évoluer les choses positivement. D'accord. Alors, dans la même semaine, et je pense que c'est la même nuit qu'il y a eu donc cet affrontement à Zouaga, donc dans le centre-est. Là, il n'y a pas de question de terrorisme, mais c'est plutôt donc des rivalités entre clans d'une même famille autour de la chefferie traditionnelle qui a abouti donc à ces violences qui ont fait finalement 8 morts dans cette commune. Tout à fait. Et c'est ce que je vous rappelais, que finalement, que ce soit ces violences intercommunautaires ou ces violences interethniques, de toutes les façons, on est dans un cycle de violence qui aujourd'hui fragilise aussi l'État, qui fragilise aussi notre vivre ensemble, comme je l'ai dit, et qui montre qu'on n'est pas parvenu, durant toutes ces années de démocratie, à construire un État dans lequel les Burkinabés eux-mêmes peuvent se sentir en sécurité. Si, à ce point, le pouvoir est capable de diviser des citoyens d'une même, je dirais, communauté, ou alors opposer des communautés différentes, ça veut dire que quelque part, quelque chose, un mécanisme n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas. Malheureusement, je suis d'accord avec Inoussa, je ne vois pas de signaux au niveau du politique qui montrent qu'il y a une prise de conscience, finalement. On est dans une sorte de discours, après des discours interpellatifs, mais finalement, ça résonne dans le vide, alors que, manifestement, il faut trouver une solution. Or là, j'ai l'impression que le pouvoir, le politique, de mon point de vue, est comme dépassé par les événements et n'a pas de solution, à mon avis, par rapport à ces problèmes. J'ai entendu le ministre de l'administration, par rapport à ces violences, dire que, bon, voilà, ceux qui ont des solutions, ceux qui peuvent proposer des solutions, ces solutions sont les bienvenues. OK. Mais que font, évidemment, ces dirigeants que les Burkinabés ont élus en 2015? Parce que si c'est ça, ça veut dire que, quelque part, il y a beaucoup à craindre. Si nos dirigeants eux-mêmes sont à ce point, comme je le dis, dépassés et n'ont plus, évidemment, la main, au point que les Burkinabés en arrivent à ces situations, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Oui. Réaction sur Zouaga? Sur Zouaga, voici aussi une situation, en tout cas, qui ne devrait pas surprendre quelqu'un, surtout pas les autorités. C'est une situation qui est connue. C'est au moins la troisième fois que cette situation-là s'est produite à Zouaga concernant la chefferie. Donc, il y a eu le chef qui était en place, qui est décédé. Quelqu'un a assuré donc l'intérim, donc voilà. Ensuite, on devait passer à la désignation, ou en tout cas à l'intronisation d'un nouveau chef. Donc, celui qui avait assuré la régence a dit qu'il veut être chef. Or, ils disent que selon les principes, celui qui a assuré la régence ne va pas être chef. Donc, il y avait un autre candidat. Donc, affrontement. Et puis, chacun s'auto-déclare chef. Il y a même eu donc des affrontements. Il y a un qui a été arrêté, amené en prison. Il a été jugé. Après, quand il a été libéré, aujourd'hui, il a en fuite les réfugiés au Ghana. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu affrontement. Il y a eu 4 morts. Ça fait l'objet d'écrits chez nous à mutation. Et puis récemment, c'est 8 morts. Le jour même où il y a eu les 8 morts,
puisque ça s'est passé le premier, c'est ça? Oui. Notre numéro du premier, dans mutation du premier, vous prenez, on a consacré une page à Zouaga. Donc c'était pour coïncidence. Le jour où le journal paraissait, ce jour-là, qu'on a appris la tuerie, là, dont les 8 morts. Donc à partir de Ouaga, on est au courant. Mais il y a une autorité au niveau local. Donc, c'est des situations qui ne surprennent personne. Et dans ce papier d'ailleurs, que j'invite les autorités même à lire, le haut commissaire est mis en cause par un avocat par rapport aux tueries précédentes. Donc, ça ne surprend personne. Mais on est là, on observe, parce que justement, on n'a pas le pouvoir d'agir. Et là, ça pose véritablement problème. Lorsque l'autorité est prévenue, la moindre des choses, c'est de prendre des mesures pour empêcher justement qu'on en vienne au drame, des mesures conservatoires. Mais ça aussi, on constate qu'il ne se passe rien. Il faut que forcément il y ait drame, et après le drame, on va intervenir. Et ça, c'est bien dommage. D'accord. En tout cas, on a entendu vos différents commentaires et vos différentes analyses sur cette situation à Arbinda et à Zouaga. On va évoluer dans ce débat pour parler politique. Donc, c'est dans ce contexte que le président du FASO Roch-Marc, Christian Kaboré, a entamé jeudi dernier des concertations avec les partis politiques, notamment le chef de file de l'opposition politique et des représentants de la majorité présidentielle. Alors, il n'y a pas eu de pourparlers ou de discussion à proprement dit. Il s'agissait plutôt d'une prise de contact pour préparer un dialogue plus profond sur des sujets d'intérêt national. Alors, que pensez-vous donc de cette initiative, Hyacinthe? C'est une initiative républicaine en soi, en tout cas que ces institutions-là puissent se retrouver autour d'une table et discuter des sujets d'actualité. Je pense que c'est à saluer, et le fait que ça puisse être pérenne et institutionnalisé, déjà c'est bon. Ça augure déjà depuis donc l'ambiance à la fin des élections, lorsqu'on a vu la poignée de main entre Zéphirin Diabré et Roch Kaboré. On s'est dit qu'en tout cas cette relation pourrait être assez apaisée pendant le mandat. Donc c'est déjà ça s'inscrit dans cette logique. Et justement, il y a des sujets aujourd'hui d'actualité sur lesquels il va falloir discuter. On en a évoqué certains ici, notamment la donne de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il y a aussi des sujets politiques de l'heure où il va falloir clairement avoir des réponses. Et on compte justement sur ce genre d'espace de dialogue pour savoir, voilà, il y a autant de sujets que le vote de Burkinabé de l'étranger, qui n'est pas encore bien clair en termes d'opération de l'élection, que ce soit la donne référendaire ou non de la Constitution, de l'adoption de la Constitution. On n'a pas encore de réponses claires. Donc je pense qu'au moins, réunis autour de la table, on peut compter sur l'une ou l'autre partie pour poser ces questions en tout cas. Et donc l'autre partie aussi d'avoir des réponses de nature à éclairer tous ceux qui sont donc touchés par ces questions. Donc je pense que, en tout cas, c'est à saluer, et il faut espérer que les uns et les autres puissent se dire certaines vérités. Ça permet déjà de baisser une certaine tension et aussi de régler, d'avoir en tout cas des pistes de solutionnement de certaines questions. D'accord. Justement, sur les solutions, est-ce que vous avez l'impression, au regard en tout cas des positions des différents partis, que ce soit le CFOP ou la majorité sur le vote de Burkinabé, il y a le code qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale. Bon, la question référendaire, on peut en discuter, mais la réconciliation nationale, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que c'est des sujets sur lesquels les hommes politiques burkinabés peuvent trouver donc un consensus? Sommet. À dire vrai, non. Je vois plutôt un folklore politique, ou encore des gens manifestement sont passés maîtres dans l'art, évidemment, de saturer l'espace public, parfois avec des démonstrations médiatiques qui, de mon point de vue, n'apporteront pas grand-chose, évidemment, aux préoccupations du moment. Je crains fort que cette rencontre ou ces échanges entre l'opposition et, je dirais, l'exécutif ou la majorité ne débouchent sur pas grand-chose, parce qu'on connaît les positions déjà. Elles sont parfois diamétralement opposées. Je ne vois pas comment de
discours, cette rencontre qu'on nous présente, personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qui peut en sortir, de mon point de vue, qui va permettre de faire progresser la gouvernance, si ce n'est de noyer une sorte, évidemment, je dirais, d'impossibilité pour l'exécutif, manifestement, de trouver des solutions idoines aux difficultés du moment. Donc, je suis plutôt sceptique par rapport à ce dialogue qui, de mon point de vue, ressemble un peu trop à du déjà vu, du déjà entendu, et de mon point de vue, franchement, je n'en entends pas grand-chose. D'accord. Alors, Inoussa, est-ce que vous partagez donc le scepticisme de Sommet sur cette question? Par exemple, la réconciliation nationale, on a l'impression que les différents partis n'ont pas la même vision des choses. Oui, je pense que ça fait la 3e fois, si je ne m'abuse, que le président du Faso reçoit l'opposition et aussi la majorité pour discuter des problèmes du Burkina, des préoccupations des Burkinabés. Mais si on fait le bilan des 2 autres rencontres, on peut se demander si c'est encore utile de discuter de ces problèmes-là. Parce qu'on n'avance pas. Depuis ces 4 dernières années, on piétine. Le président reçoit, il écoute, et puis, comme l'a dit Tahirou Barry, on a l'impression qu'il est dans un feu de brousse, ou en tout cas, malgré le feu qui brûle et qui consume, il semble être, en tout cas, endormi. Il n'est pas inquiet, il n'y a pas de problème. On est toujours dans le pays du Yel Kaye, alors que non, Yela Ouagame, les problèmes là, il y en a beaucoup, et il faut les affronter. Il ne s'agit pas de s'asseoir à Kossiam. Quand bien même, je pense que chaque fois qu'en tant que communauté humaine, on se parle, on discute, on communique, ça peut contribuer à désamorcer certaines crises, mais ça ne résout pas le problème dans le fond. Les problèmes sont posés à Arbinda, à Yirgou, à Djibo, à l'Est et dans tout le reste du pays. Et c'est là-bas que nous attendons les autorités de ce pays-là, qu'ils descendent sur le terrain, qu'ils abandonnent un tout petit peu le bureau climatisé pour aller à la rencontre du peuple et discuter avec le peuple. C'est bien de discuter avec les représentants du peuple, c'est bon. Mais nous avons des institutions dans ce pays qui, s'ils fonctionnaient bien, pouvaient déjà contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, oui, pour le dialogue avec les partenaires politiques, avec l'ensemble de la classe politique pour désamorcer certaines crises, mais je dis que les solutions aux problèmes de Burkinabé sont sur le terrain, les autorités les connaissent, qu'ils s'assument et qu'ils les résolvent. Quant à la question de la réconciliation nationale, le président du Faso, depuis un temps en tout cas, semble ne pas être dans sa posture depuis le début, à savoir que la réconciliation passe nécessairement par la vérité et la justice. On ne peut pas escamoter ces 2 éléments et aller tout de suite à la justice. Donc, oui pour la réconciliation, mais la réconciliation ne se décrète pas. C'est au jour le jour, dans nos vécus quotidiens, dans nos comportements, dans la justice, que nous pourrons rétablir effectivement la réconciliation et l'apaisement des cœurs. Ouais, alors, la CODER, hier, je pense, a fait une conférence de presse au cours de laquelle, Ablassé Ouedraogo, par exemple, a appelé donc, pour que cette réconciliation nationale puisse être une réalité au retour de tous les Burkinabés exilés. C'est présenté comme une sorte de préalable, entre griffes, pour aller à cette réconciliation nationale. Oui, bon, dans tout le cas, moi, ma conception de la réconciliation, c'est que ça doit aller au-delà des acteurs politiques. Si c'est une réconciliation entre les acteurs politiques, ça me conforte dans ma position qu'en réalité, nous n'avons pas une crise sociale, une crise profonde, une crise entre les Burkinabés qui mérite une réconciliation. Et que c'est plutôt, on a une bagarre, une guerre entre des politiciens, donc libre à eux de trouver un cadre et de s'entendre. Parce que si l'objectif c'est de réconcilier les politiciens, mais je vous assure que l'année prochaine, nous allons faire notre réconciliation, l'année sur prochaine, ainsi de suite, parce que les politiciens de nature, ils sont appelés à être dans l'affrontement, donc dans la diversité. Hein? Donc, pour moi, soit on considère qu'il y a un problème profond qui est burkinabé, donc qui va au-delà des partis politiques,
soit on considère que c'est une affaire des partis politiques et dont les politiciens ils vont trouver leur cadre pour se réconcilier. Je ne sais pas exactement comment le président, le chef de l'État lui-même appréhende la situation, mais je pense que les concertations qu'il vient d'engager ne devaient pas être fondées sur la réconciliation. Ou alors, on ne sait plus à quoi sert le H-Crown. On a créé un haut conseil national pour la réconciliation. Et je pense qu'on lui a confié les dossiers de la réconciliation, même si aujourd'hui on ne voit pas exactement les résultats. Je suppose qu'ils sont en train de travailler et qu'ils vont nous présenter quelque chose. Je suppose que c'était le schéma, c'est pas le chef de l'État. Si le chef de l'État laisse encore le H-Crown à ses dossiers pour convoquer les acteurs politiques pour parler de réconciliation, pour moi, il y a mal donne. Donc, je suppose que les dossiers qui vont être traités dans ce cadre de dialogue politique-là, c'est bien sûr, rien n'empêche qu'on discute dedans de cohésion sociale. Ça, c'est des questions brûlantes, des questions d'actualité tout simplement. C'est bon d'avoir les avis de l'opposition. Mais c'est beaucoup plus effectivement les questions purement politiques, hautement politiques, comme Yassine évoquait, la Constitution, le référendum, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que rien que ce matin, j'ai cru entendre Maître Gilbert Noël-Ouedraogo qui a dit que véritablement la Constitution ou le référendum n'est pas une priorité, on n'en a pas besoin. Pour quelqu'un que je crois bien a même participé à la commission constitutionnelle, donc qui a participé à la rédaction de cette Constitution qui est censée être adoptée, qui dit aujourd'hui que c'est véritablement inutile. Donc vous comprenez. Donc c'est régler cette question de constitution. Est-ce qu'on l'adopte finalement ou pas? Est-ce qu'on aura une 5e république, oui ou non? Et puis c'est d'envisager comment tenir les élections en 2020. C'est que sur ce sujet-là, je pense que nous sommes beaucoup en retard. Sur les élections de 2020, peut-être qu'on a peur de poser les problèmes frontalement et de commencer à les résoudre. On est dans une incertitude quant à la tenue des élections en 2020. En tout cas, vous n'arrivez pas à administrer convenablement votre territoire et vous voulez tenir des élections. On a vu comment ça s'est passé le second tour malien. Donc, les élections au Burkina Faso pourraient être une sorte de prolongement du second tour malien. Et ça, il faut l'éviter. Et pour l'éviter, c'est maintenant qu'on doit commencer à préparer ces élections-là. Et je n'ai pas l'impression que nous sommes en train de préparer les élections. Oui, réaction sur Sommet? Je vous disais qu'un dialogue aussi, il faut baliser les contours. Quand vous voyez à ce point, comme je l'ai dit, par exemple, que la CODER finalement sonne un autre son de cloche que celui qu'on a entendu, vous vous demandez bien finalement, comme je le disais, est-ce que ce n'est pas du temps perdu encore, cette espèce finalement de dialogue improvisé dont on ne sait pas finalement quel est l'agenda, quel est l'aboutissement, alors que, comme nous l'avons souligné ici, il y a des problèmes plus urgents sur le terrain qui attendent évidemment d'être résolus. Je ne dis pas que l'échange entre l'opposition et la majorité n'est pas quelque chose d'acceptable, mais en l'état, il faut qu'on ait aussi ce sentiment qu'il y a du sérieux là-dedans. Quand vous voyez à quel point on ne sait même pas de quoi on va parler, quand on est déjà dans le point où on fixe un certain nombre de lignes rouges pour un prétendu dialogue, vous vous demandez parfois, est-ce que les acteurs politiques au Burkina Faso, manifestement, est-ce qu'ils se prennent au sérieux? Est-ce qu'il y a du sérieux finalement, ou bien on est encore dans ce... Parce que l'idée de la CODER, c'est que la justice classique est lente et ça prend du temps, alors que le problème de la réconciliation est sur la table. Il parle de justice transitionnelle, je crois, de pardon. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là pour peut-être avancer plus rapidement? Non, parce que ce n'est pas à la CODER d'imposer l'agenda, évidemment, d'une justice aujourd'hui au Burkina Faso, quand on sait que certains membres de cette CODER ont eux-mêmes été, évidemment, aux affaires, quand on sait comment ils ont apporté, évidemment, un certain nombre de réflexions, évidemment, à la dynamique de la gouvernance judiciaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'humilité devrait leur commander d'avoir un peu plus, je dirais, de retenue et d'éviter, à mon avis, la surenchère par rapport à cette question de la réconciliation qui ne se décrète pas. Je suis d'accord avec tout ça. Ça ne peut pas être quelque chose qui s'impose, à mon avis, parce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont déjà là, dont on ne sait pas manifestement quel est leur apport finalement dans ce projet de réconciliation qui est perçu de mon point de vue plus comme
un fonds de commerce politique que véritablement quelque chose qui va réconcilier les Burkinabés, encore qu'il s'agisse d'une réconciliation politique. De ce point de vue, je pense qu'on n'est pas encore, de mon point de vue, à quelque chose qui va impacter, à mon avis, la gouvernance. Donc, il faudrait peut-être, à mon avis, qu'on réactualise évidemment un certain nombre de données. Sinon, cette question de la réconciliation, je trouve qu'elle est elle est galvaudée de mon point de vue. Oui, Yacine. Je suis un peu étonné de la banalisation de la réconciliation, parce qu'on a commencé par des sujets qui montrent qu'il y a nécessité de se réconcilier. Je suis d'accord avec vous sur le caractère politisé de la réconciliation, mais il y a des problèmes. Il y a des Burkinabés qui ont vécu pendant près de 100 ans ensemble, qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre ensemble dans le même village sans s'affronter. Donc, il y a nécessité de travailler à apporter donc un certain sentiment de réconciliation. Alors, les propositions, on n'en a pas une bonne pour l'instant. Donc, que ce soit la proposition, la CODER a toujours été dans cette dynamique depuis sa création, notamment d'aller au-delà du triptyque vérité, justice et réconciliation. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle propose justement peut être une solution, le retour des fils exilés? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la question d'être étudiée. Pour moi, il ne faut pas renvoyer une proposition juste parce que c'est porté par tel X, ou bien on trouve que la proposition n'est pas pertinente. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'on a un problème à l'intérieur du Burkina lié au fait qu'on a des Burkinabés exilés, oui ou non? C'est d'abord la première question. Ensuite, quelle peut être la pertinence du retour? Quoique certains d'entre eux ne sont pas des exilés, ils peuvent revenir quand ils veulent, mais quelle peut être la pertinence de ce retour-là? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes à poser. Et si c'est de nature à travailler à la réconciliation, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on puisse répondre favorablement, en tout cas, à ce retour-là. Mais toujours est-il qu'on a besoin d'autant de propositions pour moi, pour pouvoir trouver, en tout cas, une certaine forme parce que, véritablement, on a parlé du Ashkurun, on a parlé... Il y a plusieurs structures ou instances qui ont la réconciliation en ligne de fond, ça ne marche pas, que ce soit au-delà même du Ashkurun, on a toutes les institutions actuellement, donc que ce soit le médiateur du FASO, que ce soit le Haut Conseil du dialogue social, que ce soit le CS, qui travaille à ramener un temps s'appelle la réconciliation. Alors, peut-être trouver justement le moyen de fédérer les différentes propositions peut nous permettre d'y arriver, parce que nécessairement, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est plus à démontrer qu'on a besoin de cette cohésion et donc de cette réconciliation. Oui. D'où la nécessité de savoir quand la CODER parle de réconciliation, de quoi elle parle finalement. Parce qu'on a l'impression qu'elle-même, finalement, elle n'arrive pas finalement à définir. Est-ce que c'est on parle d'exilés politiques qui doivent rentrer au pays, alors qu'il y a des gens manifestement qui ont, de mon point de vue, décidé volontairement, évidemment, de sortir du pays. Donc, aujourd'hui, il faut, à mon avis, bien définir de quoi on parle quand on parle de réconciliation nationale. Il est évident que dans le contexte des affrontements qu'il y a aujourd'hui, de mon point de vue, il y a manifestement un besoin de réactualiser un certain nombre de données sur le vivre ensemble des Burkinabés. Mais, attention, de mon point de vue, quand la CODER, évidemment, brandit cette affaire de réconciliation, je suis désolé, elle est aujourd'hui en train de l'instrumentaliser d'un point de vue politique, parce que la réconciliation dont nous parlons, moi j'ai le sentiment, moi j'ai l'impression qu'elle a son propre agenda quand elle parle de réconciliation. La CODER, c'est bien réconciliation. Alors moi je vois pas le problème, c'est qu'elle porte ses propositions de réconciliation. Ça veut dire que la CODER est beaucoup plus focalisée sur la réconciliation entre la politique ou bien l'ancienne classe dirigeante qui est aujourd'hui un peu à l'extérieur, plutôt que de cette réconciliation entre des communautés qui s'affrontent. C'est justement le problème que je pose. Est-ce qu'il y a un lien justement entre ce différent politique et ce qu'on vit sur le front social, sur le front de la cohésion nationale? C'est la question qu'il faut... Le différent politique, c'est lequel? Aujourd'hui, tu as des acteurs politiques qui sont hors du pays, oui ou non? Je pense qu'il faut qu'on soit aussi... il faut qu'on revienne aussi à des spécificités assez, de mon point de vue, humbles. Déjà, en 2014, n'ont pas reconnu, évidemment, l'insurrection populaire. D'accord? Ils sont toujours dans une approche où, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils se sentent
plus victime et évidemment, je dirais, dans une approche d'avoir été, de mon point de vue, spolié. Donc, à partir de là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette réconciliation politique dont on parle, est-ce qu'elle est possible dans un contexte où la justice même, dont Boukari parlait tout à l'heure, n'a même pas aujourd'hui, n'a même pas été rendue? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comme ça décréter, de mon point de vue, qu'il faut qu'il y ait une réconciliation de but en blanc sans tenir compte d'un certain nombre de préalables? Je suis désolé, ça devient de l'instrumentalisation politique. D'accord, on va écouter Ouba sur ce point très rapidement. Sur la réconciliation nationale, je pense que le sujet a peut-être évolué. Si on s'en tient aux premières motivations d'aller vers une réconciliation nationale, s'en tenait pratiquement qu'aux événements des 30 et 31 octobre, l'insurrection populaire, même si on allait convoquer des faits antérieurs pour dire qu'on va tout mettre ensemble. Oui, et puis faire il y a plus de 5000 dossiers qui sont traités actuellement par le H-Group. Oui, c'est d'ailleurs inopérant qu'on soit allé réveiller autant de dossiers pour venir confier au H-Group, et ça montre pourquoi le H-Group ne peut pas justement travailler. Ces dossiers-là auraient pu être traités par une autre instance. Si le travail du H-Group, c'est de nous amener à la réconciliation, et on lui confie des dossiers qui ont 30 ans, 50 ans, on n'aura pas cette réconciliation. Vous comprenez? Et je crois que ce H-Group avait d'ailleurs un mandat. Donc, il faut qu'on revoie exactement le format même de notre réconciliation. La réconciliation dont on parle là, et qu'on a confiée au H-Group là, c'est par rapport à quoi? Moi, je dis que c'est par rapport aux événements des 30 et 31 octobre. C'est ça qui est essentiel par rapport à la mission du H-Group. Et aujourd'hui, on a d'autres éléments qui, de mon point de vue, sont beaucoup plus profonds du point de vue de leur impact sur notre vivre ensemble que ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre. Et ça, c'est les événements qu'on a évoqués, Yirgou, Zouara, Arbinda et autres, où effectivement, là-bas, effectivement, ça devient difficile pour deux communautés, pour deux individus de deux communautés apparemment différentes, de pouvoir s'asseoir ensemble. Mais ce n'est pas tout à fait le cas avec nos politiciens là. Contrairement à ce que l'opinion pense, peut-être nous on les regarde de loin, ces gens-là ne se mangent pas entre eux. Ils communiquent, ils sont en échange, ils ont tellement d'intérêt ensemble que ces gens-là, ils ne sont pas des ennemis. Quand ils se retrouvent, ils se parlent. Et c'est une question de conquête de pouvoir. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. C'est pourquoi je dis que si on organise cette réconciliation-là, à cause des politiciens, nous allons organiser la réconciliation pratiquement chaque année. Parce que ça va être cyclique. Chaque fois qu'on va chasser un pouvoir, ce pouvoir-là, effectivement, va se mettre à côté et puis dire, bon, tant qu'on ne m'associe pas, tant qu'on ne me considère pas, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Peut-être en 30 secondes, il nous a juste dire quelque chose pour qu'on parle d'un autre sujet. Non, la question de la réconciliation telle que posée par la CODER aujourd'hui me semble être différent de la réconciliation telle que posée par certains acteurs depuis les années 90. À savoir que dans ce pays, il y a eu beaucoup de veuves et d'orphelins, il y a eu des gens qui ont été tués sans qu'on ne voie leur tombe, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes du point de vue politique en termes de violence et qu'il fallait qu'on se retrouve pour nous parler, pour résoudre ces questions-là. En 2001, le président du Faso, Blaise Compaoré, avait essayé sa réconciliation à elle, telle que apparemment l'envisagent les hommes politiques aujourd'hui, s'est retrouvé entre acteurs politiques, dans un stade, dire qu'à partir d'aujourd'hui, on est réconcilié, la bagarre est finie, etc. Cette forme de réconciliation, là, je suis d'accord avec Ouba, que nous allons le faire de façon cyclique, parce que chaque année, chaque fois qu'il y a des enjeux politiques, les hommes politiques se rentreront dedans, mais dans tous les cas, depuis les années 80, ce sont les mêmes. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 30 ans. Aujourd'hui, ils ont 50, 60, 70 ans, mais ils se connaissent. Leurs époux se connaissent, leurs enfants se connaissent, ils se fréquentent. Ceux qui se frappent pour ces hommes politiques doivent comprendre qu'ils sont en train de mener une bataille inutile. La bataille, la seule qui vaille aujourd'hui, c'est la bataille pour la réconciliation de tous les Burkinabés. C'est la bataille pour le développement, c'est la bataille pour la bonne gouvernance. Et on a ensemble et tous un seul parti politique qui est le Burkina Faso. D'accord. Alors, on va peut-être parler très rapidement donc, de la SERA, la semaine des énergies et énergies renouvelables qui s'est tenue dans la capitale burkinabé du 4 au 6 avril dernier. Alors, politique et innovation pour une transition énergétique réussie. Donc, c'est le thème qui a été choisi. Les solutions tant
attendu pour réussir cette transition énergétique et combler le déficit énergétique du Burkina où 4 personnes sur 6 plutôt n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que vous pensez que ce genre de rencontres, en tout cas, peuvent proposer des solutions idoines pour aller vers cette transition énergétique et puis peut-être combler définitivement le gap énergétique que vit le Burkina? Sommet. Ce genre de rencontre, à mon avis, me semble assez être intéressant, mais ne résoudra pas le problème, parce que le problème, il est plus profond que ça. C'est une question de vision, c'est une question, à mon avis, de conception même que nous avons aujourd'hui d'une politique énergétique, et ça va au-delà d'un simple événementiel pour, à mon avis, englober des approches aussi aujourd'hui qui permettront véritablement au Burkina de réussir, évidemment, cette transition énergétique dont vous avez parlé. Donc, c'est un bon pas, c'est un pas intéressant, mais il faut aller au-delà de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des mécanismes qui, de mon point de vue, sont devenus obsolètes, inopérants et ne produisent pas les effets aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, rien que la Sonabel aujourd'hui, le format de la Sonabel aujourd'hui me semble être dépassé, anachronique, il ne répond plus finalement aux besoins aujourd'hui d'une gouvernance énergétique, je dirais, stable, qui apporte véritablement de l'énergie à moins de coûts au Burkinabé. Donc, à mon avis, il faut aller au-delà, évidemment, de ces shows médiatiques pour véritablement englober, comme je l'ai dit, une vision politique qui va nous permettre là, oui, d'engager des points et de réussir, évidemment, cette transition énergétique. Pendant que cette semaine se tient, les Ouagalais, les Burkinabés, de façon générale, vivent donc ces délestages au quotidien. Alors, comment vous analysez finalement la politique énergétique même du Burkina? Hyacinthe. Est-ce qu'on a une politique énergétique au Burkina? C'est toute la question. Les ministres vous diront oui, certainement. Oui, ça fait, depuis le régime Compaoré, on a le même discours, les mêmes projets ambitieux, les mêmes promesses fallacieuses. On a tout récemment donc quelqu'un qui nous promettait 0 délestage en 2019. On pourra faire le décompte des délestages depuis le début de l'année 2019. On a quelqu'un qui nous a promis en tout cas que nous allons exporter de l'électricité. On est toujours à même dans la capitale seulement à pouvoir conserver les sites naturels de problème. Donc, pour moi, et c'est là où peut-être j'ai eu de l'estage personnellement avec le raisonnement de Sommet, parce que je n'ai pas compris son point de vue par rapport au dialogue national où il dit que ce n'est pas pertinent, mais là, un salon de plus ou une chambre de plus, il y en a tellement de terminologie. On a une semaine plutôt de plus. Je ne vois pas ce que ça va apporter de plus. Les idées ne manquent pas. Mais le tout ici, c'est des décisions et des personnes qui sont de nature à tenir ces décisions-là dans la durée. On a tellement eu d'actions. Il a parlé du cas de la Sonabel. Effectivement, on a tellement eu de volonté de pouvoir résoudre le problème au niveau de la Sonabel, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. La seule action notable que moi je retiens dans tout ce qui a été fait comme politique au niveau de la Sonabel, c'est le limogeage du directeur général après une coupure de courant et par un ancien général. C'est la seule chose que moi je retiens en tout cas en termes politiques. Mais aujourd'hui, on brasse tous les jours des projets de nouvelles centrales ici et là, des projets de nouveaux barrages ici et là, mais on a comme l'impression que finalement le nœud du problème, la fourniture d'électricité simplement en continu à un citoyen, n'est pas solvable pour ceux-là qui sont en charge du secteur de l'énergie. Et en plus, pour moi, là où c'est encore plus sidérant, c'est que on est rentré dans une banalisation même des citoyens qui subissent maintenant aujourd'hui. On a eu, par exemple, la sortie du balai citoyen à un moment donné avec la Sonabel. On a eu des organisations professionnelles qui ont signé une lettre donc, pour qu'on puisse avoir ceux-là qui devaient à la Sonabel. Aucun suivi. On a eu la Ligue des consommateurs qui avait fait la rencontre pour que les amendes soient levées au niveau de la facture d'électricité. Après, plus rien. Et aujourd'hui, vous avez une coupure, chacun se débrouille pour tenir le temps. La coupure, c'est devenu un quotidien. On est étonné de faire 2-3 jours sans coupure plutôt que d'avoir une coupure. Donc,
Il y a vraiment véritablement problème. Oui, en matière alors le d'énergie. ministre a parlé de ce projet avec la CEDEAO qui permettra donc d'avoir 300 mégawatts, comme vous l'avez dit, et d'exporter l'énergie dans d'autres pays à moyen et long terme. Est-ce que vous y croyez? On avait le Maroc qui était pays invité d'honneur, qui a réussi en tout cas cette transition, qui est considéré aujourd'hui comme un pays modèle. Est-ce que vous pensez, Oba, que c'est une question de décision politique, finalement? C'est une question de décision politique, c'est une question de capacité économique et financière. Parce que vous savez, même notre Sonabel qui est là, en réalité, elle n'a pas les moyens qu'il faut. Sinon, on allait réduire, je crois bien, de 50% les délestages là. Le potentiel qui est là permet de pouvoir réduire de 50% les délestages. Mais, parce que quand vous regardez, il n'y a pas un fonctionnement optimum. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un fonctionnement optimum. On est venu, dernièrement, le projet c'était Zaktouli. Ça a été inauguré en Grand Pomme. Allez-y savoir qu'est-ce que Zaktouli apporte en termes d'électricité, en termes de courant, au fonctionnement de la ville de Ouagadougou. C'est zéro, c'est nul. Mais pourtant, à un certain moment, on a braqué tous les Burkinabés, les projecteurs par rapport à ce projet-là, parce que c'était vu comme quelque chose qui allait nous sauver, et on s'est rendu compte que non, c'était une farce. Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. Le plus souvent, ce qui revient, c'est le solaire. Vous savez ce que coûte le solaire? Le solaire, c'est un projet ambitieux on a effectivement le soleil gratuitement, mais le soleil n'est pas à la portée de nos États. Parce que pour faire du solaire, il faut des investissements énormes, importants, à des coûts de milliards. Ce n'est pas à la hauteur de nos budgets annuels là. Donc on ne peut pas. Ceux qui n'ont pas le soleil là, eux, ils ont les moyens de venir même exploiter notre soleil et puis aller l'utiliser chez eux. Mais nous, on est assis, le soleil là, il va nous griller. On n'a pas les moyens de capturer le soleil et de nous alimenter avec. Ce n'est pas possible. Alors donc, les projets sont peut-être, comment je veux dire, c'est attractif, c'est ambitieux, mais c'est au-delà de nos moyens. Et là, il faut dissocier le conjoncturel et le structurel. Si on veut que dans 50 ans, ou plus, donc dans le moyen, excusez-moi, et long terme, on peut d'une certaine manière être plus ou moins autonome en matière d'électricité, c'est une bonne chose. C'est un projet qu'il faut développer à part. Si on veut éviter qu'en 2020, on ait moins de délestage qu'en 2019, ça c'est un autre projet qu'il faut développer à part. Il faut qu'on dissocie ça. Comment gérer le conjoncturel et comment prospecter, hein, pour d'autres années de façon structurelle. De façon structurelle, oui. Inoussa, est-ce que vous partagez le point de vue que vient de développer Oba tout à l'heure? C'est vrai, on a besoin de moyens pour faire face à la question de l'électricité. Mais ce qui fait surtout mal dans cette situation, ce n'est pas l'incapacité de la Sonabel de fournir l'électricité au Burkinabé. Mais c'est cette sorte de non-vérité, de mensonge chaque année. C'est ça qui fait mal. On vous dit, l'année prochaine, il n'y aura pas de délestage. Et l'année prochaine, il y a délestage. Et celui qui le dit est toujours là et il répète la même chose. Ça devient comme des injures. Voilà. Et donc, on parlait des Zaktouli qui était vu entre-temps comme une solution qui allait peut-être permettre de réduire un peu le déficit. On a aussi l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Ça avait été présenté aussi comme la panacée, mais finalement, on est toujours dans la même difficulté. C'est ce que j'ai dit, c'est ça nos hommes politiques. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on réfléchisse dans ce pays sur la problématique de la politique et du mensonge. Est-ce qu'on ne peut pas gouverner dans la vérité? Non, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons que nous avons un État... En politique, on ne peut pas tout dire. Il faut dire les choses. Non, on ne dit pas de dire tout. Mais dire au Burkinabé que nous ne sommes pas dans la capacité aujourd'hui de produire de l'électricité pour vous 24 heures sur 24 du 1er au 31, ce n'est pas un secret d'État. Il faut le dire, il faut savoir
il faut que le Burkinabé sache où est le problème. Pourquoi la Sonabel, dans son fonctionnement actuel, n'arrive pas à satisfaire le Burkinabé? Où est passée l'ANERE? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que le ministère de l'Énergie fait au quotidien? Qu'est-ce que nos autorités font pour qu'on sache que l'année dernière, par jour, dans les moments de pointe, on était à 2 heures de délestage. Mais cette année, nous sommes passés à 1 heure. C'est ce qu'on ne voit pas et c'est ce qui fait mal. Donc, il faut tenir un discours de vérité, il faut avoir aussi des ambitions et il faut prospecter. D'accord. On va vous permettre, de garder la parole. On est pratiquement au terme donc, de cette émission. Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer. Donc, en 45 secondes, on va parler très rapidement de l'Algérie. On parlait tout de suite de transition énergétique. En tout cas, avec le Maroc, dans la même région, nous avons l'Algérie qui, visiblement, est en train de vivre une transition, mais cette fois-ci, politique avec la démission donc de Abdelaziz Bouteflika. Je pense que c'était le mardi dernier. Alors c'est une victoire du peuple algérien qui maintient toujours la pression pour un changement de fond. Alors selon vous, quelle sera la suite pour cette nouvelle révolution pour l'Algérie? Je pense que l'Algérie est en train de gagner la bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Il ne faut pas, je l'ai dit sur ce plateau il y a 2-3 semaines, il ne faut pas qu'ils commettent l'erreur de Burkinabé. Le combat n'est pas fini. Il y a des possibilités de récupération. Il faut vraiment qu'ils restent en veille et que les objectifs pour lesquels ils sont sortis, c'est-à-dire le changement vrai et profond, qu'ils puissent le conduire jusqu'à son terme. Ok. Alors, est-ce que vous pensez qu'on aura une nouvelle génération d'hommes politiques algériens parce que la pression est toujours maintenue dans la rue? On n'en aura pas. Je crois que les Algériens sont en train d'atteindre la limite de leur action non violente. Jusque-là, elle a été non violente. En face, les gens n'ont pas réagi. On a obtenu le départ de Bouteflika, c'est déjà une bonne chose parce que lorsqu'il y a eu les printemps arabes partis de Tunisie et Égypte, on a voulu enclencher avec l'Algérie. Ce n'était pas possible. Le monsieur, il était assez fort. On a même pensé que ça n'arriverait jamais. Donc c'est une bonne chose déjà que Bouteflika s'en va. Mais je crois qu'ils sont pratiquement à la limite ou à la ligne rouge. Parce que là, on a fait partie le monsieur, il reste le régime et il reste le système. Est-ce qu'ils peuvent atteindre le régime? Et n'en parlons pas du système. Vouloir faire partie le régime, le système, c'est là où ils rentrent dans la zone rouge et on risque d'assister à des violences. Je crois que là, il y a un véritable bras de fer qui est en train de s'engager parce que la nouvelle génération dont vous parlez ne peut pas comme ça décagnoter et puis bouleverser la société algérienne. Du jour au lendemain, arriver au pouvoir. Voilà. Oui. Non, je pense que c'est toute la problématique désormais pour l'Algérie, c'est-à-dire, de pouvoir en tout cas avoir un changement véritable et 2, ne pas se faire confisquer cette victoire-là du peuple, parce que vous avez des acteurs qui vont entrer en ligne de compte et qui vont essayer en tout cas d'accaparer ce que le peuple a lui conquis. Donc il y a ces deux problématiques. Forcément, c'est aux Algériens de savoir jusqu'où aujourd'hui ils peuvent opérer le changement, parce que, comme le l'a dit, au-delà du régime, on peut changer. Il y a le système lui-même. Est-ce qu'il y a intérêt même à changer de système, parce qu'il y a aussi la dimension développement atteint par l'Algérie avec ce système. Donc, il y a des choses forcément qui ne sont pas toutes mauvaises dans ce système. Donc, il y a ces questionnements-là à résoudre et aussi à travailler à ne pas commettre l'erreur de Burkinabé, se faire confisquer certaines victoires. Oui, on a encore 30 secondes pour l'Algérie, sommet. C'est vrai, c'est un risque, évidemment, que la population algérienne a pris en sortant dans la rue, évidemment, en obtenant au fur et à mesure ces victoires d'étape, mais il lui appartient effectivement, comme les autres l'ont dit, de rester vigilante, évidemment, parce que dans ce genre de lutte, forcément, il y a un système, évidemment, qui fait tout pour, évidemment, éviter au maximum de perdre la main et, évidemment, de récupérer la chose d'une autre façon. Donc, il appartient aux Algériens de savoir ce qu'ils veulent, évidemment, comme on l'a dit, et de ne pas se faire évidemment voler une victoire pour obtenir les acquis qui ont
pour lesquels ils sont sortis évidemment dans la rue pour contester évidemment ce 5e mandat du chef de l'État qui a fini par démissionner. Merci à tous en tout cas pour vos différentes contributions. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut. Restez en compagnie de nos programmes.